On a interverti les programmes. Monsieur Grégory Chaumet étant très occupé et nous ayant fait le plaisir de venir quand même malgré la fête de la science. Donc, on a interverti les deux présentations. Donc, on va parler d'histoire de l'art et d'architecture parce qu'il en faut. Et donc, c'est important. Donc, on a Grégory Chaumet, donc ingénieur à Paris-Sorbonne et professeur à l'École professionnelle supérieure d'art graphique et d'architecture. Donc, il va nous parler du projet des caves de Paris. Merci. Bonjour à tous. Je vais me présenter un peu plus conséquemment. C'est-à-dire que je suis architecte des PLG, doctorant en histoire de l'art et archéologie, et ma thèse est sur l'habitat et l'espace urbain de la rive droite au Moyen Âge. Et pour étudier l'espace urbain et l'habitat au Moyen Âge de Paris, comme il n'y a aucun vestige en élévation, la seule manière de pouvoir étudier cette architecture, c'est en fait d'aller dans les sous-sols, là où il y a des vestiges encore en place. Et elles sont très nombreuses, ils sont très nombreux, ces témoignages dans les sous-sols. Mais je vais venir plus en détail sur ce projet de recherche. Et donc aujourd'hui, je vais vous démontrer que les outils numériques sont un apport devenu indispensable pour ce genre de recherche. Et donc je vais vous montrer sur quelques cas d'études comment cela fonctionne. En fait, donc aujourd'hui, vous parlez d'humanité numérique. En l'occurrence pour les sciences humaines, l'histoire de l'art et de l'architecture. Donc ces outils sont devenus indispensables pour ce projet de recherche que je vais vous présenter qui s'appelle Les Caves de Paris. Je vous montrerai quels outils numériques nous utilisons dans ce cadre de recherche. Donc je vous présenterai quelques cas d'études concrets. Et puis, je pourrais vous faire un premier bilan donc, de ces outils et, par rapport à ces cas d'études que je vous aurais montrés. Donc, le projet de recherche Les Caves de Paris est en fait né d'un constat qu'il n'y avait aucun inventaire qui avait été fait sur ces vestiges en sous-sol de l'architecture médiévale. En l'occurrence, en province et même à l'étranger, des villes ont été totalement inventariées. On a Douai, Lille, Besançon, de nombreuses villes en fait en province ont été inventariées et Paris ne l'est pas. Il y a quelques caves qui sont classées ou inscrites. Elles le sont en fait depuis la fin du 19e siècle. En fait, c'est la commission du Vieux Paris qui s'est attelée à faire ces recherches. C'est en fait Vaquet qui a commencé. Et donc, eh bien, depuis 2009, un projet de recherche a été fondé par Dany Sandron, qui est professeur d'histoire de l'art et de l'archéologie à Paris-Sorbonne, spécialisé dans l'architecture médiévale, et qui donc a créé ce groupe de recherche avec de nombreuses institutions, donc le Centre André Chastel, qui se trouve au-dessus de la galerie Colbert, des membres de l'inventaire de l'Île-de-France, des historiens des archives nationales, des architectes et architectes voyers de la mairie de Paris, et aussi des associations privées telles que Paris Historique. Donc vous voyez, c'est tout un groupe de recherche avec diverses disciplines, l'interdisciplinarité qui est très à la mode. Et donc là, c'était concrètement ce qui a été mis en place sur ce projet de recherche. Avec, vous le voyez en haut à droite, une aide d'une plateforme mobile qui a été mise en place par Sorbonne Université, c'est-à-dire financée par Sorbonne Université. Une des premières plateformes numériques qui a été mise en place pour les sciences humaines. C'est un budget conséquent pour les sciences humaines, c'est-à-dire que 500 000 € a été mis sur la table pour créer cette plateforme. Et il se trouve que c'est moi qui gère cette plateforme. Donc ça a facilité les choses pour que je puisse exploiter les outils numériques et voir aussi ce qu'on pouvait faire avec ces outils numériques dans le cadre de ces recherches sur les caves parisiennes.
Le CNRS aussi finançait un petit peu, en l'occurrence, moi, pendant 2 ans, mon contrat d'ingénieur d'études pour cette plateforme. Alors, le projet de recherche a démarré en 2009. Nous n'avions pas encore ces outils numériques de manière très classique. C'est-à-dire que ce projet de recherche et cet inventaire systématique des sous-sols s'est fait à la manière la plus simple, c'est-à-dire du porte-à-porte. C'est-à-dire que, en fait, on se focalise sur les premiers arrondissements de Paris, puisque à l'époque, Paris se concentre en fait, se développe autour de l'enceinte Philippe Auguste, puis sur la rive droite avec l'enceinte Charles V. Et donc, ces caves qui ont été visitées sont concentrées sur ces premiers arrondissements de Paris. Donc, cette étude se fait par du porte-à-porte, des portes qui ne s'ouvrent pas facilement, puisque les propriétaires ne sont pas forcément très perméables à ce genre de recherche, et surtout pour des questions d'impôts fonciers, n'aiment pas trop qu'on aille voir dans leur propriété. Mais parfois, on a de la chance d'avoir des gens un petit peu intéressés sur ces problématiques d'architecture, de patrimoine, surtout de patrimoine. Et donc, on arrive parfois à avoir des témoignages directs, c'est-à-dire des gens qui, au cours de communication comme celle-ci par exemple, où des gens viennent me voir et me disent « Moi, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser ». C'est d'ailleurs, je vais vous montrer des cas d'études et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire une communication que j'avais faite et quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Voilà, moi j'ai une cave et en plus j'ai un problème de sauvegarde de cette cave ». Je vous expliquerai ça dans quelques minutes. Donc, je vais vous montrer donc les outils numériques qui ont été utilisés pour ces cas d'études. Alors, l'outil principal, à partir du moment où on a trouvé une cave qui nous intéresse, ça va être de faire un relevé par un laser scanner. C'est un appareil qui est extrêmement mobile, puisqu'il pèse entre 4 et 5 kg. Vous voyez par rapport à l'échelle de la main, vous voyez, c'est une petite boîte qui est fixée sur un trépied comme un trépied photo, qui va lancer un faisceau laser à 360 degrés. Donc le laser tape des points sur les surfaces qu'il rencontre. Il engrange tout ça. Il y a une deuxième phase même pour ce laser avec un appareil numérique qui est inclus dans cet appareil, qui va donc prendre aussi à 360 degrés des photos, qui va permettre de pouvoir aussi acquérir les couleurs sur ce nuage de points. Mais je vous montrerai plus précisément. Donc en fait, cet appareil doit être déplacé dans tout autour du bâtiment ou dans le lieu dans lequel on fait le relevé scanner pour avoir un maximum de données et surtout éviter les zones aveugles. Et ce qui nous permet après d'avoir un modèle 3D. Je vais vous montrer après concrètement. Donc en fait, il y a d'abord ce scanner laser qui est à une portée maximum de 130 degrés. Donc plus le boîtier est proche d'un objet, plus il va prendre de points, mais il est capable de prendre des points jusqu'à 130 mètres. Alors, vous aurez quelques points, mais ce sont donc des données qui sont extrêmement précises, sans aucune déformation, sans aucune erreur, ce qui était possible avant, comme vous l'avez vu sur les relevés qu'on faisait classiques. Il pouvait y avoir cette erreur humaine, voilà, ça pouvait arriver. Là, non, c'est une machine, donc il n'y a pas d'erreur. Et la précision va jusqu'au millimètre quand on prend des données. Donc, une fois que ces acquisitions sont faites sur le terrain, elles peuvent être d'ailleurs très rapides. Un scanner laser, c'est selon la densité de points qu'on veut avoir. On peut aller de 4 minutes à 2 heures pour une station. Une station, c'est le fait de prendre un relevé à un endroit précis. Et donc, il en faut plusieurs quand on relève un objet. Donc, ces données, une fois acquises, sont traitées avec un logiciel qui va recaler toutes ces stations pour former un seul modèle 3D. Ce modèle 3D est en fait un nuage de points et non pas une modélisation 3D. C'est-à-dire qu'un nuage de points, vous allez le voir dans d'autres images,
on voit quand même à travers, ce n'est pas une surface, ce sont des points qui nous permettent d'avoir des données extrêmement précises. Donc, une fois qu'on a cette opération, le nuage de points donc, recompose en 3 dimensions l'ensemble de l'objet relevé. Et donc, il nous permet après de pouvoir se promener, entre guillemets, autour de l'objet, et donc d'avoir des vues qu'on n'aurait pas, en fait, à l'œil nu de cet objet. Là, en l'occurrence, vous avez une cave, ce qu'on appelle une cave à alvéole ou à niche, donc avec un couloir central et des annexes qui sont reliées et donc agencées autour de ce couloir central. Et donc ça, quand vous vous promenez, vous ne le voyez pas forcément au niveau de l'articulation et de l'agencement de ces espaces. Ça vous permet de voir, et donc à vous, qui n'avez jamais été dans cette cave, voilà, je peux vous présenter cette cave et vous décrire, et vous voyez concrètement ce qui se passe. Autre outil numérique, une fois donc qu'on a acquis toutes ces données, et qu'on veut aller plus loin dans les recherches et aller dans une restitution des lieux, et après avoir des hypothèses de reconstruction de ces lieux, donc on passe à la phase de modélisation 3D. Ce qui se fait sur des logiciels qui sont maintenant même en open source. Vous avez SketchUp qui est très accessible, ou Blender qui est moins accessible mais qui est gratuit. Alors vous avez aussi d'autres logiciels qui sont payants, qu'utilisent le plus souvent les grandes industries. Mais voilà, maintenant se développent de plus en plus de logiciels qui permettent à tout à chacun, avec un petit peu de temps, c'est extrêmement chronophage ce genre d'activité, mais c'est possible. Voilà. Et il suffit de le vouloir, c'est tout à fait possible. Seules les personnes qui n'auraient pas une vision en 3D, enfin qui ont du mal à voir en 3D, mais sinon tout le monde, je peux vous le dire puisque je forme des gens, tout le monde peut le faire. Là, vous avez l'état actuel d'une cave qui se situe sur la rive gauche, au 10 rue de l'Abbaye, qui a été donc étudiée par le groupe Cave. Et donc là, vous avez la restitution du volume original. Vous voyez, c'est une modélisation très basique faite avec SketchUp, mais tout de suite, ça parle. Voilà. Vous comprenez ce qui se passe. Et donc, on peut aller encore plus loin dans ces restitutions en allant jusqu'à l'application de textures, la création de lumière, de caméras qui bougent, qui ne bougent pas, et qui permettent d'être complètement intégrés dans ces lieux-là. Alors ça, c'est une phase qu'on dira plus de valorisation de ces recherches, mais en tant que chercheurs, nous savons maintenant que c'est très bien les recherches, c'est très bien de communiquer, mais il faut surtout valoriser pour avoir de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et ces outils numériques nous permettent donc d'avoir des données extrêmement précises, et après de pouvoir très rapidement valoriser ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que je vais visiter une cave, le lendemain, je vais voir le propriétaire et je lui montre effectivement ce que j'ai fait. Et ça, c'est important dans le rapport que vous avez avec les gens et votre outil de recherche. Vous pouvez tout de suite communiquer ce que vous êtes en train de faire. C'est pas de la recherche, vous voyez, qui paraît obscure pour le grand public, en tout cas. Donc ça, c'est quand même très important pour pouvoir voilà, développer ces recherches. Donc je passe à des cas d'études concrets. Et donc je vais vous montrer les avantages qu'ont ces outils numériques. Nous sommes là dans un nuage de points. Donc vous voyez la cave que je vous ai montrée qui donc se situe en fait. Alors là on est en banlieue parce que si c'est possible, on va aussi dans l'Île-de-France parce que les comparaisons sont toujours toujours intéressantes, voilà, quand on fait des recherches sur l'architecture. Donc voilà, là vous êtes immergé dans le nuage de points, vous êtes dans la cave de l'ancien couvent de Conflans, et c'est là où il y a actuellement la médiathèque de l'architecture et où il y avait anciennement l'école d'architecture Paris-Conflans. Donc vous avez, en fait, c'était pas très connu, mais voilà, il y a une cave médiévale, certainement 14e, 15e siècle, qui est donc complètement abandonnée et complètement dans le noir.
C'est-à-dire que le scanner laser, lui, il n'a pas besoin de lumière. Pour l'appareil photo numérique et pour la prise de couleurs et de textures, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, il peut prendre dans le noir complet, faire son relevé, lui, ça ne le dérange pas du tout. Et même, à la limite, ça l'avantage, parce que si je voulais prendre un relevé scanner laser ici, dans cette salle, les néons me dérangeraient. C'est-à-dire que j'aurais, comme un appareil photo que je n'arrive pas à maîtriser, là, ça brûlerait mes points. Il serait là, mais il serait blanc. Donc voilà, immersion totale dans ce nuage de points. Voilà les traces de vestiges dans l'escalier, là où on voit les arcs qui permettent de descendre dans ce lieu. Et donc voilà, je vous remontre l'agencement complet de tous ces espaces. Alors, ces données nous permettent après de pouvoir trancher ce nuage de points, voilà, et d'obtenir donc tout de suite des plans très rapidement. Et je sais, là, parce que j'ai fait l'essai dernièrement sur le château d'Annette, c'est-à-dire que je peux trancher ces nuages de points et je peux les exporter dans des fichiers qui sont exploitables sur des logiciels comme AutoCAD. Et AutoCAD, c'est un logiciel qui dans les agences d'architecture est utilisé à 80%. En fait, ce sont surtout les ingénieries en bâtiment qui utilisent ce logiciel, et donc les architectes se sont adaptés et se sont mis à AutoCAD. Donc voilà, vous voyez, on peut exporter en plus très facilement toutes ces données. Et donc, surtout, on a des données extrêmement précises de tout ce patrimoine qu'on n'a pas. Par exemple, je travaille là en ce moment sur les églises gothiques. Il n'y a rien, il n'y a aucun plan précis de ces églises en fait. Ils sont tous faux. Quand on les regarde en détail, ils sont tous faux. Voilà. Mais là, voilà, grâce à ces outils, je sais que je dessine un plan qui est rigoureusement exact, au millimètre. Alors, autre cas d'étude, nous sommes au 11 rue du Renard, pas très loin de l'hôtel de ville, juste au nord de l'hôtel de ville. Et donc, je vous ai mis un patrimoine en danger. Parce qu'en l'occurrence, cette cave avait été visitée en 2005 par un des membres du groupe Cave de Paris, un architecte voyer qui s'appelle Bénédicte Perfumeau, qui avait donc, à l'occasion de la restauration de ce bâtiment, c'est le bâtiment, vous voyez, Naturalia, vous avez le bar et c'est juste après cette brasserie. Vous avez un magasin bio, et voilà, c'est tout ce bâtiment, c'est le 11 de la rue de Renard. Il y a eu une restauration qui a été faite en façade et à l'intérieur, et on a trouvé des vestiges d'arcs qui étaient certainement dus à une façade, et on la daterait 12e, 13e. Et puis, Bénédicte est allée dans les sous-sols. Voilà ce qu'elle a trouvé. Donc, on est en présence en fait d'un premier sous-sol qui serait médiéval, et puis on descend, ce qui est très rare, et on a une cave qui est plus moderne. C'est-à-dire que la cave la plus récente est au 2e sous-sol, ce qui est assez problématique. Voilà. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis patrimoine en danger, parce que là, on a affaire à une cave médiévale, peut-être le dernier vestige de la maison la plus ancienne de Paris, en fait, qu'on ait découverte, puisque ce serait 12e siècle. Mais voilà, je vous montre une photo d'il y a 10 ans, et voilà, il y a 1 an et demi, le chapiteau. En fait, cette cave est abandonnée. Il y a le magasin au-dessus qui ne l'utilise même pas comme stockage. Pourquoi? Parce qu'elle est humide. Et pourquoi elle est humide? Parce que toute aération a été bouchée. Qu'est-ce que ça déclenche sur la pierre? Création de salpêtre. Qu'est-ce que fait la salpêtre? Elle mange littéralement la pierre. Ce qui fait que le chapiteau, là, je l'ai touché, ça tombe tout seul. Ça s'effrite, ça tombe en poussière. Voilà. Et donc, en quelques années, le dernier vestige d'une maison médiévale est en train de s'effondrer. Et ça veut dire aussi que ce bâtiment est en danger. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à la faire inscrire au classé. Bon, voilà. Alors, conscient de ce petit problème,
j'ai décidé, avec Dany Sandron, d'aller scanner cette... alors, j'ai eu de la chance parce que les locataires, en l'occurrence le magasin bio, ce sont que des employés et eux, en gros, ils en ont rien à faire, donc ils m'ont laissé, voilà, voilà, l'accès à ces caves. Et là encore, plus d'électricité puisque zone abandonnée. Depuis un an, il n'y a plus d'électricité, donc j'ai pu, grâce à ce laser, ouais, vous avez concrètement là les espaces. Les photos que je vous ai montrées, ce sont l'espace en haut à droite, là, avec le puits et une colonne engagée. Vous en avez une deuxième, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, j'espère. Là, ici, là. Vous avez une deuxième colonne engagée. Alors en fait, vous aviez un espace totalement ouvert qui s'est au fur et à mesure subdivisé pour créer des lieux de stockage, certainement avec des propriétaires différents. Voilà les relevés avec des ortho-images qu'on peut donc acquérir, qui sont donc sans déformation, toujours pareil, ce qui nous permet à nous de pouvoir donc faire des relevés pierre à pierre sans passer une journée, voire 2 journées, voire une semaine parfois, à faire des relevés archéologiques du bâti sur ces vestiges. Donc c'est aussi un gain de temps phénoménal pour les archéologues, historiens de l'art, c'est-à-dire on vient, en une journée j'ai fait l'acquisition de ce volume, je rentre au centre, je fais la modélisation, enfin je fais le recalage comme on dit, donc je crée ce nuage de points et après pendant des années je vais pouvoir retravailler. Et ça c'est important, le fait de pouvoir retravailler sans avoir besoin de retourner sur le site. Parce que la recherche, c'est jamais quelque chose d'acquis et de définitif. On a toujours le besoin de revenir sur l'objet étudié parce que on a une autre vision, d'autres perspectives, d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Et donc là, on peut revenir sur cet objet étudié. Alors, ce qui permet aussi d'avoir des coupes, donc vous voyez, les deux espaces, de pouvoir tout de suite confronter ces choses-là, qui ne sont pas visibles en fait, qu'on ne peut pas appréhender en fait quand on est sur le site. Et puis ça permet aussi de découvrir certaines choses, comme là dans cette cave, eh ben, ça se voyait pas du tout à l'œil nu, puisque Bénédicte ne l'avait pas vu elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, là on voyait très bien qu'il y avait une trémie pour un escalier, mais au sud on ne l'avait pas vu. Et donc le scanner laser a permis de voir qu'il y avait eu plusieurs modifications et donc une histoire compliquée dans cette cave. Des témoignages aussi de passage entre ces caves, puisque on pense que cette cave a été reliée à ses voisines pour former en fait un grand hôtel au Moyen-Âge, parce qu'on a eu des traces dans les sources. J'ai oublié de vous le dire, mais on travaille sur ces données numériques, mais forcément aussi sur les sources. Et donc on croise ces données pour arriver à une restitution. Donc, acquisition et donc avec des plans qu'on peut donc créer. Et puis, comme je vous l'ai dit, après on va plus loin et donc on va restituer le volume d'origine de cette cave. Donc avec ces deux colonnes qui sont maintenant engagées, mais qui probablement devaient supporter par rapport à aussi quelques consoles qui sont encore engagées dans les murs, qui devait donc à l'époque supporter un plancher en bois pour permettre après d'avoir le rez-de-chaussée. Enfin, donc voilà, la restitution a été faite. Et donc, toujours pareil, c'est la valorisation. Ça me permet d'expliquer voilà, concrètement à n'importe quel public, même un enfant de 6 ans va comprendre ce que je suis en train de lui dire. Mais ça, c'est très important. Parce que voilà, je peux de ces recherches qui sont pas très sexy, hein. Les caves, c'est pas très sexy quand on en parle, mais au moins, voilà, j'ai des images et là, on rentre petit à petit dans ce projet de recherche. Autre exemple, voilà, là, ça c'est une cave, c'est un monsieur qui est venu à la fin d'une de mes communications en me disant, voilà, moi je crois que j'ai une belle cave, et mon problème c'est que chez ma voisine, on a une cave à deux, et elle veut faire un mur. Je dis, bah, donnez-moi votre adresse, on y va. Donc on est au 40 rue de la Verrie, très très proche du 11 rue de Renard. Et donc je vais vous montrer concrètement avec, s'il veut bien fonctionner. Bon, c'est parti, non?
c'est pas parti. Il veut plus. Voilà. Donc il y a un petit peu trop de lumière, mais voilà. Là, vous êtes dans le premier espace. Vous êtes au premier niveau d'un sous-sol. Il n'y a pas de deuxième d'ailleurs. Et là, on va rentrer dans la cave du propriétaire. Et en fait, cette cave est divisée en deux. Et donc, vous voyez qu'elle est voûtée d'ogives, avec des culots encore tout à fait visibles. Les murs périphériques sont d'origine aussi. Il n'y a pas de problème au niveau des assises, tout correspond. Donc vous avez ici une cave qui fait dans les 60-70 mètres carrés, qui est quasiment intacte. Vous voyez qu'il y a un pilier là, à gauche, qui est là, il se retrouve à droite. Donc nous allons dans les deuxièmes espaces. En fait, c'était toujours pareil au Moyen-Âge. On avait un grand espace unique, ouvert, qui a été donc subdivisé avec des caves. Et là, vous voyez, en haut, là, c'est la trace d'un soupirail. Pardon. Et donc, il a été bouché. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette cave, en fait, tous les soupiraux sont bouchés, mais elle est encore saine. Pourquoi? Parce qu'il y a un escalier et souvent les gens passent, en fait, ce qui permet l'aération. Et cette porte, elle ne fait pas très bien. Et donc, grâce à ça, en fait, la cave n'a pas du tout su faire. Donc, je vous montre le plan vu du dessus, où vous voyez bien, donc, en fait, on a deux vaisseaux divisés en trois travées. Et donc tout ça a été subdivisé. Vous voyez, en fait, les vides correspondent aux murs qui ont donc été créés postérieurement pour subdiviser les espaces et créer des petites caves. Et donc c'était précisément dans cet espace-là que le propriétaire m'a dit, voilà, moi j'ai un problème, la voisine veut créer quelque chose. C'était maintenant il y a 1 an et demi. J'ai dit, bah, écoutez, on va créer un dossier, essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. Bon, bah, toujours, on nous a rejeté sur l'inscription ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, voilà, on a un mur en parpaing. Heureusement, la voisine a été quand même un peu titillée par cette histoire. Et donc, le mur ne touche pas les voûtes. Donc, voilà. C'est du parpaing, ça se retire. Voilà. Mais vous voyez que ça, on l'a fait connaître, mais en gros, hein, il y a encore une centaine de caves qui ne sont pas connues, je suis sûr. On en est certain. Vu la densité de Paris au Moyen-Âge, 200 000 habitants, que la pression foncière faisait que quasiment toutes les maisons construites en dur avaient un sous-sol parce qu'il fallait stocker. Et voilà. En plus, on est sur la rive droite, le pôle économique de Paris au Moyen-Âge. On sait que forcément, il y en a beaucoup plus. Alors, forcément, elles ne sont pas dans un aussi bon état qu'on est là au carreau de la Verrie, mais voilà. Et cette cave, en plus, au niveau de l'architecture et de la modénature des piliers, ressemble en gros en 2 fois plus petit à ce qui se passe à la maison d'Ourscan, où siège le Paris historique, l'association du Paris historique, qui se trouve rue François Miron, pas très loin du métro Saint-Paul, la place Saint-Paul. Voilà le bâtiment. Ce bâtiment, en fait, a été sauvé par l'association du Paris historique en 1964. Et en 1964, eux, ils voulaient juste sauver ce bâtiment-là, qu'ils trouvaient voilà, intéressant. C'est vrai qu'au niveau même urbain, c'est une belle maison qui forme encore l'angle entre la rue Geoffroy-Lanier et la rue François Miron, qui est donc encore un témoignage en fait de cet espace urbain ancien. Et donc eux, ils étaient intéressés par ce bâtiment. Ils ont dit non, il faut absolument le conserver. La mairie de Paris leur a cédé pour un bail symbolique le bâtiment. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller dans les sous-sols. Et là, ils ont découvert une cave médiévale. Je vous montre l'état actuel. Donc une grande cave médiévale qui fait près de 200 mètres carrés. Cette cave médiévale, en fait, était un cellier, comme je l'ai indiqué. En fait, les propriétaires étaient l'abbaye d'Ourscan, une abbaye assez riche, mais qui avait profité ici, en 1248, on le sait par les sources, d'un don fait par des bourgeois de Paris. Donc un don qui avait été fait à l'abbaye et à l'abbaye d'Ourscan
pour pouvoir, ça tombait bien pour l'abbaye, pour pouvoir stocker et revendre directement sur la rive droite, marché de Grève ou au Chapeau, leurs excédents, comme il y en avait beaucoup dans les abbayes. Pour preuve, dans ce quartier, nous avons Preuilly, Montbuisson, l'hôtel de Jouy, qui est aussi un abbaye. Enfin, bon, on a en gros une dizaine d'abbayes qui sont installées dans ce quartier. Et elles ont toutes des caves, elles avaient toutes des caves en sous-sol, parce que ça servait de stockage et de pouvoir revendre l'excédent, le surplus, produit par les abbayes. Ce n'était pas qu'à Paris, hein, dans toutes les grandes villes. Elles avaient aussi ce qu'on appelle des pieds-à-terre, c'est-à-dire des maisons où vous aviez des convers qui donc géraient le stockage. Enfin voilà, ça, on a concrètement des témoignages dans les sources, on sait comment ça se passait, et en l'occurrence, ça s'est passé comme ça ici. Alors, il y avait eu un relevé qui avait été fait, sans être trop méchant, assez sommaire par l'architecte des Bâtiments de France, mais à l'occasion d'une restauration qui est en cours, enfin, recherche d'argent par l'association du Paris historique, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y aller, de cette cave médiévale. Et donc, il n'y avait pas eu d'analyse archéologique de cette cave. C'était l'objet de mon master. Et donc, j'ai fait des relevés pierre à pierre, trouvé des traces d'arrachement d'un escalier. Et donc, comme moi, j'avais été formé aussi à l'infographie 3D, j'ai pu donc comme ça restituer le volume original de cette cave, de pouvoir donc restituer les accès d'origine. Et je vous ai parlé de valorisation, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé en Master 1 et j'ai tout de suite participé à des expositions, comme celle des Archives nationales sur les demeures médiévales. Voilà, donc ça faisait, après mes études d'architecte des PLG, j'avais travaillé un peu et je m'étais remis en histoire de l'art. Et au bout de 2 ans, grâce à ces images, hein, en gros, j'ai réussi à avoir 3 ou 4 publications, des expositions, enfin voilà. Ça permet tout de suite de... Voilà, ce sont des choses qui permettent d'accéder à pas mal de choses en fait. Alors, après le master, j'ai découvert d'autres choses, c'est que l'association avait gardé des vestiges qu'ils avaient trouvés dans les remblais de ces caves. Et donc, ils avaient commencé même à s'amuser à faire quelques restaurations. Et donc moi, toujours pareil, dans ce travail de restitution en 3D, eh bien, j'ai travaillé sur des hypothèses de restitution de façade. Et toujours pareil, ces images permettent de communiquer. Et lors de journées d'études, précisément sur les caves médiévales, je me suis confronté à d'autres chercheurs qui, en voyant ça, là, m'ont dit « Stop, c'est pas bon, là ». Pourquoi ? Parce que dans cette cave, comme dans toutes les caves, il y a des soupiraux. Et les soupiraux, ils ont un impact, en fait, normalement, sur la façade, puisque vous avez un percement pour que... Voilà. Donc, ce que vous voyez là, au rez-de-chaussée, les grandes arcades que j'ai fait parce que j'avais trouvé des arceaux, ben non, c'est pas bon. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, j'ai retravaillé en comparant par rapport à d'autres recherches sur des maisons médiévales, et par rapport à ces soupiraux et leur impact sur la façade, et j'en suis arrivé à une nouvelle hypothèse. Avec un rez-de-chaussée qui, en fait, accueillait des colonnes en pierre aussi, donc certainement avec une arcade en diaphragme qui supportait un plancher en bois, et une claire-voie certainement, peut-être moins généreuse que je l'ai faite, là, ça c'est à voir. Mais voilà, ça m'a permis de communiquer et de pouvoir dialoguer et d'aller plus loin aussi dans les photomontages. Et donc de pouvoir aussi après rentrer dans la maison par rapport à ces accès et de pouvoir restituer après un rez-de-chaussée parce que je savais qu'il y avait des vestiges donc d'une base en pierre octogonale qu'on avait trouvé en 64 des tambours. Voilà. Donc tout ça permet de pouvoir faire, je dis bien, une hypothèse de restitution. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop loin non plus dans
quand je fais des images, dans le rendu, ce qu'on appelle réaliste, illusionniste. Parce que je me suis aperçu que si je fais un rendu trop illusionniste, le grand public le prend comme acquis. C'était comme ça. Et donc, il faut que je me retienne là-dessus pour qu'ils se disent, bah voilà, on en est juste à l'hypothèse. Alors, ces caves aussi, elles ont un intérêt parce que, au niveau de l'espace urbain, elles permettent de comprendre ce qui se passe sur le parcellaire, puisqu'elles gardent en fait cette empreinte du parcellaire d'origine. Et puis, les soupiraux, les accès permettent de savoir s'il y avait des murs mitoyens, ce qui se passe au niveau du bâti et des espaces vides dans le parcellaire. Et donc le sujet de ma thèse, c'est d'aller assez loin dans cette modélisation d'espaces pleins et vides et de pouvoir après travailler sur une rue complète et d'essayer de restituer ce qui se passait au niveau de l'espace et du paysage urbain. Alors j'en finirai par très rapidement le premier bilan. Donc vous voyez qu'en fait ces nouvelles technologies sont assez simples en fait d'utilisation et qui permettent donc de pouvoir exploiter concrètement après une visite rapide sur les lieux en fait, de pouvoir travailler après pendant des années sur ces lieux, de pouvoir en gros garder un témoignage comme vous voyez sur les caves qui peuvent être détruits, modifiés, transformés sans qu'on le sache puisque ce sont des espaces cachés. Parfois même, vous l'avez vu, abandonné. Et j'en termine en disant que voilà, tout ça, c'est bien, hein, cette numérisation, c'est bien, mais vous voyez bien que ça ne permet pas de sauvegarder le patrimoine et qu'il faut être toujours très vigilant par rapport à ce patrimoine architectural, en l'occurrence, qui est caché. Voilà, je m'arrêterai là. Beaucoup, Monsieur Chomet, pour cette présentation assez époustouflante. On a peut-être temps pour une ou deux questions éventuellement, et ensuite on passera au monde des bibliothèques universitaires. Non ? Ah. Alors attendez une seconde, je viens avec le micro. Ah, pour moi, le trésor, c'est les caves qui ne sont pas connues, voilà. Comme celle du 40 rue de la Verrie, ce que j'ai découvert, c'est inconnu. C'est complètement inconnu. Et en plus, comme je vous l'ai dit, elle correspond exactement à ce qui s'est fait au cellier d'Ourscan. Donc pour moi, c'est vraiment très bien ça. Et je ne vous ai pas montré, j'en ai trouvé une, on en a une autre au 56 rue de la Verrie qui n'est pas connue, qui est plutôt 14e, 15e. Voilà, donc finalement, les choses se décantent petit à petit. Et on trouve des choses encore qui ne sont pas du tout connues. Et ça, c'est toujours appréciable quand on est chercheur. Voilà. C'est un grand pas, mais je sais qu'il y en a plein. Il y a des caves qui sont protégées et je n'ai pas accès parce qu'on me refuse l'accès. Elles sont classées et on me refuse l'accès. Voilà. Parce que, à mon avis, il y a des choses qui ont été faites. Voilà. Et en gros, pour l'instant, nous, on a inventarié et étudié une trentaine de caves médiévales. Voilà. Mais c'est rien par rapport à ce qui reste. Voilà. Moi, j'en ai. Oui, donc j'avais juste une question. Est-ce que vous avez un carnet de recherche, un site internet, un endroit où on peut voir tout ça au fur et à mesure que ça se fait ou à la fin, mais quelque part pour suivre ça parce que, moi déjà ça m'intéresse à titre purement personnel. Et puis je pense que ça peut intéresser un grand nombre de personnes intéressées par l'architecture en général, par le Moyen-Âge en général, mais aussi les étudiants à l'école des Chartes, je pense qu'ils seront assez friands de ce genre de choses. Alors, donc, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'on travaille, c'est toujours pareil, de travailler avec pas mal de collaborations, c'est bien, ça ouvre des portes et ça permet aussi d'avoir des projets un peu plus, qui ont un peu plus d'ampleur. En l'occurrence, nous travaillons donc avec la mairie de Paris et le pôle archéologie de la ville de Paris. Et Julien Avinin, qui est archéologue de la ville de Paris, a mis en chantier un grand projet par rapport à tous ces vestiges archéologiques de la ville de Paris. Et donc là, il y a une version bêta, mais je l'ai vue, elle est d'ailleurs aux journées de l'archéologie à l'hôtel de Soubise, il présentait cette application, en gros, qui va permettre à tout à chacun
d'aller sur un plan de Paris et de regarder par rapport à un numéro de rue, ou si on s'intéresse aux caves, voilà, d'aller dans les caves et de dire, bah voilà, il y a celle-là de répertorier. Une immense base de données, c'est-à-dire que nous allons fournir, groupe de caves de Paris, tout ce que nous avons, les images, même les restitutions, et donc vous allez cliquer sur le 40 rue de la Verrerie, vous aurez toutes les données que nous avons, avec les restitutions, les sources historiques. Il a même réussi à rentrer aussi tout ce qui était les recherches de Théodore Vaquet. Enfin voilà, ça là, je pense qu'en 2018, là, on arrive à la fin parce que c'est quasiment prêt. Ça va être accessible et à tout le monde. Voilà. Et donc vous aurez tout ce que nous avons, toute notre base de données qui a été collectée, elle va être mise en ligne et donc accessible à tout le monde. Voilà. Non, il a répondu. Ce qui était très important, parce que c'est toujours bien de faire des recherches, mais c'est bien de pouvoir communiquer le maximum d'informations. Je voulais vous demander plus sérieusement, parfois dans les administrations, les bureaux voisins ne connaissent pas l'existence du voisin, donc je suppose que vous connaissez les responsables du projet Résilience de la ville de Paris. Sinon, je peux vous donner les contacts, parce que c'est très intéressant pour eux de savoir que vous faites ça. Mais peut-être que vous aussi, vous pouvez trouver un intérêt à connaître le grand projet Paris Ville Résiliente. Ouais, moi, comme ça me dit rien. Je vous donne. Mais oui. Et alors, dans cet esprit-là, j'avais le souci, est-ce que c'est les caves dont vous soupçonnez l'existence sont sur les zones inondables? Oui. Oui, puisque à l'époque, il y en avait, hein. Il y avait souvent des inondations. Ouais. Les ponts étaient détruits. Enfin, voilà. Oui. Elles sont toutes en zone inondable. La rive droite, c'était un marécage avant. Et voilà. Et on sait qu'il y a eu des inondations. Il y a des traces, hein, parfois, dans les caves. Vous voyez des traces. Voilà. Le calcaire a souffert. Parce qu'elles sont construites en calcaire. C'est pour ça que le salpêtre attaque directement ces pierres. On sait même d'où viennent le calcaire. On travaille aussi avec des géologues qui viennent sur les sites et qui sont capables de nous dire aussi les matériaux. Enfin voilà, l'étude, là je vous ai parlé des outils numériques, mais l'étude est complète. Elle va jusqu'à la technique de construction, technique de matériaux, voilà. Oui, à partir du moment où vous avez des objets 3D, est-ce qu'il y a des recherches de partenariat de la part du privé? Je pense au monde du jeu vidéo qui, on l'a vu ces dernières années, essaye un maximum de se rattacher aussi sur des scénarios historiques. Et je pense évidemment à quelque chose qui a fait la une des journaux avec le Assassin's Creed sur la Révolution française. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de demande? Est-ce que vous recherchez ce type de demande? Alors, forcément, je ne veux pas vous dire non, puisque s'il y a de l'argent à prendre, on va le prendre. Cette plateforme dont je vous ai parlé, voilà, elle est au service de la recherche, mais concrètement, on m'a dit qu'il faudrait faire des prestations extérieures. Donc, effectivement, que si on vient nous chercher, voilà. Non, mais pour l'instant, le monde du jeu vidéo n'est pas venu nous voir. C'est le monde du cinéma qui est venu nous voir, puisqu'il y a un vidoc qui est en train de se tourner. On nous a demandé... Mais bon, forcément, on nous a demandé, c'était à titre, voilà, c'était gratuitement, qu'ils voulaient avoir des informations. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'argent. En tout cas, ça nous permet bien de souligner le rapport entre les différents publics qui peuvent être touchés par ce type de projet de recherche. Et en soi, ça répond aussi à un des objectifs de notre journée d'études, qui était d'étudier les différents publics et comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Donc, merci beaucoup pour cette présentation.